Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball, le club de plaisir recevait l'entente Plécéenne pour le choc de la 19e journée du championnat de National 3. Et les Plésirois se sont inclinés sur le score de 33-24, un résultat lourd de conséquences. Plus d'explications à suivre dans ce magazine. Football, Guyancourt vit une fin de saison palpitante à la lutte pour le podium en dernier district. Les Guyancourtois disputeront également la finale de la Coupe des Yvelines début juin. Coup de projecteur dans quelques instants. Tir à l'arc, une compétition sélective pour les championnats de France a réuni plus de 150 archers ce samedi à Montigny-le-Bretonneux, avec au programme des tirs olympiques longue distance de 70 mètres pour les arcs classiques. Reportage à suivre. On ouvre maintenant une page résultats. On commence donc ce magazine par du handball. Plaisir n'y arrive plus dans le championnat de National 3. À domicile, les Plésirois ont concédé leur 3e défaite sur 4 matchs disputés contre l'entente Plécéenne. Le score est sévère, 33-24, en montage de Xavier Jalin. Le score au tableau d'affichage est lourd. Ce dimanche 13 mai, Plaisir s'incline à domicile 33-24 dans une rencontre où les jaunes et noirs n'ont jamais pu trouver la solution face à l'entente Plécéenne. C'est le genre de match, voilà, faut vraiment être à 200% si on veut le remporter. Et, voilà, un moindre relâchement et on prend 3-4 buts d'écart et un deuxième relâchement et voilà, on termine à -9. Mais bon, Plécéenne mérite amplement cette victoire. Donc je savais que c'était un match difficile, on avait perdu à l'aller, je savais que c'était une bonne équipe, qui a un fond de jeu cohérent. Donc voilà, je m'attendais à un match difficile, mais après on ne s'attend jamais à perdre. Cette 3e défaite en 4 matchs disputés dans le championnat de National 3 fait redescendre Plaisir à la 4e place. Une spirale négative dans le sprint final qui peut s'expliquer par le nombre de blessés dans les rangs plésirois. C'est sûr que cette année, on a un effectif qui fait que si on perd un ou deux joueurs sur des postes clés, voilà, on a un déficit sur le point de vue défensif. Les dispositifs qu'on aligne ne sont pas les dispositifs qu'on aligne habituellement. Donc forcément, on essaye de trouver des solutions là où finalement il n'y en a peut-être pas. Et voilà, mais bon, c'est juste parce qu'on essaye de rester compétiteur jusqu'au bout et de se battre avec nos armes, quoi. L'entraîneur Victor Garriguet espère récupérer un maximum de joueurs d'ici le prochain match programmé ce dimanche 20 mai à l'extérieur sur le terrain de Saint-Sébastien Sport, avec toujours un objectif en tête, accrocher une place de barragiste à la fin de la saison. Après Plaisir, on continue à parler de handball. L'équipe féminine de Montigny-le-Bretonneux se déplaçait ce samedi soir sur le terrain du club municipal d'Aubervilliers pour le compte de la 20e journée du championnat de National 2. Et les Îles-Montagnes sont reparties de ce déplacement avec une défaite dans leur valise, le score 31-27. Une défaite qui n'a pas d'incidence au classement. Montigny-le-Bretonneux est toujours à l'avant-dernière place du championnat, mais ne descendra pas cette année grâce à la nouvelle réforme. Il reste 2 journées à Montigny-le-Bretonneux pour sauver l'honneur. On ouvre une page football américain à présent pour leur 10e et dernier match de la saison régulière de 2e division. Les Templiers d'Élancourt ont été inspirés ce samedi soir à domicile et l'ont emporté 19-6 contre les Diables Rouges de Villepinte. Cette 6e victoire de la saison permet aux Élancourtois d'accéder aux play-offs. Ils affronteront en demi-finale de conférence les Corsaires d'Evry pour continuer à croire à une montée en fin de saison. On écoute la réaction par téléphone du nouveau président des Templiers, Joël Da Silva. De toute façon, c'était l'objectif qu'on s'était fixé déjà depuis le début de saison. C'était au minima l'accession au play-off pour ensuite jouer la finale de conférence Nord. Donc on est carrément dans le plan de route qu'on s'était fixé en début de saison. Pour nous, c'est mérité, malgré une saison qui a relevé quelques hauts et certains petits bas qu'on se serait bien passé. C'est une accession au play-off qui est totalement méritée. Après le football américain, du soccer avec le championnat de National 3, Versailles a remporté ce dimanche après-midi une victoire importante sur son terrain contre Colombes 92. La 12e de la saison, les Versaillais l'ont emporté sur la plus petite démarche 1-0. Au classement, les joueurs de la Cité Royale ne sont plus qu'à 2 petits points de la 2e place détenue par Aubervilliers à une journée de la fin du championnat. Encore du football, mais cette fois-ci quelques étages plus bas en première division de district. Une équipe est en train de vivre une fin de saison palpitante qui met en effervescence tout un club. Guyancourt est actuellement à la lutte pour monter sur le podium et pourrait également voir sa saison récompensée par un titre en Coupe des Yvelines le 3 juin prochain. Pour nous parler de cette excellente dynamique, nous recevons sur ce plateau le président Guy Galanty et le coach Jude Tal-Morose. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de classement, de Coupe des Yvelines, nous allons parler du match de ce week-end contre Épône, 4-0. C'était un festival ce week-end, hein, Jude? Oui, c'était un festival. Disons qu'on est sur une bonne dynamique en ce moment, donc une victoire largement méritée avec un groupe qui travaille très très bien
qui est très très performant en ce moment. Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette rencontre ? C'est notre solidarité, notre sérieux aussi. Donc les joueurs sont très très concernés. Et puis je pense qu'après, individuellement et intrinsèquement, on avait des joueurs au-dessus des Pawns. Et Pawns est, on peut le dire, quasiment relégable là il me pour semble, ce championnat, sur cette saison. Ils ont un peu démissionné. C'était trop facile ou pas pour Guyancourt ? On s'est rendu le match facile parce qu'on a ouvert le score très tôt et très vite on a été supérieur pratiquement dans tous les domaines, que ce soit technique, athlétique. Je crois que très vite on a fait la différence. Et aussi un paramètre important pour votre équipe, vous n'avez perdu qu'une seule fois sur la phase retour. Une défaite qui pour le moment nous fait un petit peu mal, mais sur un match où je pense qu'on méritait la victoire, mais ce jour-là oui, ça ne voulait pas rentrer, il y a des jours comme ça, donc c'est dommage. C'est un petit peu dommage pour le moment. Alors vous avez un bilan de 12 victoires, 3 nuls et 5 défaites pour 39 points engrangés depuis le début de la saison. Est-ce qu'on peut dire que c'est la saison idéale, parfaite pour Guyancourt, Jules ? La saison idéale, non, parce que je pense Il y a 5 défaites, oui, 5 défaites contre des adversaires de bas de classement en plus. Donc du coup, on est un peu déçus là-dessus, mais on fait une deuxième partie très très intéressante. L'année 2018 nous est bien favorable pour le moment. On a bien redressé la barre et puis on espère surtout bien terminer. Guy Galanty, comment l'expliquez-vous justement ces 5 défaites et notamment contre les petits du championnat ? On peut dire que Guyancourt se sublime dans les grands rendez-vous et peut-être un petit peu moins dans les rendez-vous, on va dire, un peu plus prenables. Peut-être, mais je ne crois pas que ça soit le seul indicateur. Je crois que notre entame de championnat est toujours difficile depuis quelques saisons et on termine toujours très fort. Mais voilà, on n'a pas l'équipe, l'ossature déterminée en début de saison. On la découvre petit à petit et après on se rend compte que l'ossature, une fois qu'elle est créée, elle est très forte. Ça vous plaît cette équipe ? Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de jeunes déjà, du club, donc ce qui est très important. Et je crois qu'elle est bien entourée par quelques anciens maintenant, et puis par le coach maintenant qui a bien le groupe en main, quoi. Jude, physiquement, comment sentez-vous vos troupes ? On est en fin de championnat, les organismes sont souvent fatigués au mois de mai. On est très très bien sur la fin de championnat. Physiquement, on travaille très très bien. Les joueurs sont très très assidus au niveau des entraînements. Donc déjà, c'est un paramètre important, surtout sur la fin de saison où en général on perd un peu de joueurs, mais tout le monde est concerné et puis on fait un travail, on va dire, physique important sur les séances et puis les joueurs adhèrent et puis ils en redemandent. Donc ce qui fait qu'on termine très très bien les matchs. Là-dessus, pour le moment, on n'a pas de souci. Vous n'avez pas allégé vos séances ? On a allégé un petit peu, mais avec quand même un travail conséquent où les joueurs sont présents et travaillent très très bien. Il reste 3 matchs à jouer, dont 2 en championnat. Ça va le faire physiquement pour vos troupes ? Physiquement, je n'ai pas de crainte, donc je pense qu'on va bien terminer. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, on a un groupe aussi de 18 à 20 joueurs qui nous permet aussi de bien pouvoir terminer la saison, je pense. Alors, on voit le classement justement. En championnat, vous êtes actuellement donc, dans le top 4 du classement. Vous pensez pouvoir terminer à quelle place, Guy Galanty ? Moi, ce que je souhaiterais, c'est terminer deuxième. On voit qu'il y a seulement 2 petits points qui séparent Guyancourt du PEC. Alors nous, on a des rencontres pour la première place, entre Ardricourt et le Chesnay, donc le 6 et le 7e. Et donc, on espère bien terminer la saison et avoir une bonne surprise. Des équipes plutôt du haut de tableau, donc ça devrait réussir à Guyancourt. Voilà, j'espère. Bon, maintenant, le football étant ce qu'il est, on a vu les Herbiers qui disputent une finale de Coupe de France et qui descendent. Donc vous voyez que rien n'est joué en foot. Mais bon, on a beaucoup d'espoir. Jules, vous avez fixé un objectif de points sur ces dernières rencontres ? Oui, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de terminer là, il nous reste 2 matchs, de prendre les 6 points. Et puis après, on a une belle finale à jouer aussi en Coupe des Yvelines contre une belle équipe de Maurepas. Donc on espère faire une belle fête sur cette fin de saison. Et donc l'objectif qu'on s'était fixé en 2018, c'est un maximum de victoires, chose qu'on arrive à faire jusqu'à présent. Justement, cette Coupe des Yvelines, alors vous avez battu le 1er avril, ce n'était pas une blague, Ardricourt sur le score de 5-1. Ce parcours était-il attendu ? Oui, parce que les joueurs sont très très concernés par la coupe et ils mettent beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup de détermination là-dessus. Donc il n'y a pas de surprise, je suis vraiment pas surpris là-dessus. La motivation est naturelle et puis les joueurs adhèrent exactement à cette coupe qu'ils adorent parce c'est une coupe qui nous réussit bien. Il y a quelques années, il y a 2 ans, on a fait un super parcours et depuis les joueurs ont une joie de retrouver cette coupe chaque année.
Le président a-t-il fixé, je ne sais pas, une prime de victoire en Non, des Yvelines ? Non, pas du tout. Non, c'est je un crois objectif que du club, ça, en tout cas. franchement, oui, c'est un objectif, bien sûr, mais les matchs de coupe, je crois que c'est plutôt un engagement individuel et collectif à la fois, mais c'est vraiment quelque chose de particulier qui est complètement différent du championnat. Donc vous allez affronter Maurepas en finale, une équipe qui a sorti plaisir au tir au but. Vous serez favori sur cette rencontre ? On voit la dynamique de Guyancourt et la dynamique de Maurepas. Oui, sur la dynamique, oui, mais je pense que Maurepas est une équipe très très revancharde et puis on s'apprécie beaucoup entre les coachs et puis les joueurs aussi se connaissent, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment un favori sur cette finale. Je pense que chacun aura sa chance et même si on est sur une dynamique, on va dire, plus intéressante sur la fin de saison que Maurepas, mais c'est une équipe qui lâche rien et qui va s'accrocher jusqu'au bout, je pense. On a toujours fait une belle finale contre eux. Hein. Oui. On avait perdu au penalty il y a 3 ans. Il y a 3 ans. On les retrouve. Bon, j'espère que cette fois-ci, le sort sera favorable à Guyancourt. Mais voilà, c'est une belle équipe, Si vous avez un un bon pronostic, éducateur. président. Je souhaite que Guyancourt gagne, bien entendu. Peu importe la manière. Ah non, quoique la manière, on y fait très attention. Hein. Mine de rien, on pratique un beau jeu depuis tous les matchs retour. Hein. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je rappelle, la finale de la Coupe des Yvelines, ce sera le 3 juin prochain à Maisons-Laffitte. Elle opposera Maurepas à Guyancourt. On continue à parler de football. Un tournoi pour les moins de 11 ans et les moins de 13 ans était organisé ce week-end au stade Guy-Boniface d'Elancourt. Au total, 16 équipes, dont 2 100% féminines et plus de 350 jeunes de la région étaient présents pour ce rendez-vous. Chez les U11, c'est le club de Valenton qui s'est illustré. Et chez les U13, c'est Rambouillet qui remporte la victoire. Cet événement avait été rebaptisé Robert Chauveau en hommage à l'un des dirigeants emblématiques du club d'Elancourt, décédé en septembre dernier. En basket, 2 joueurs de l'entente, Le Chesnay Versailles, ont brillé en sélection Île-de-France ce week-end. La Saint-Quentinoise Diana est devenue championne de France avec la sélection féminine et a survolé la finale en inscrivant 18 points et pris à 13 rebonds. Des performances qui vont lui permettre d'aller à l'INSEP en septembre prochain. De son côté, Hugo Miamandi est devenu également champion de France. En finale, il a marqué 12 points et pris 11 rebonds. Eux aussi ont l'habitude de régler à la mire. Une compétition de tir à l'arc était organisée tout au long du week-end au stade de la Coudre à Montigny-le-Bretonneux, avec au programme des tirs sur les distances olympiques. Le rendez-vous a attiré 150 sportifs qui n'ont pas hésité à braver la pluie pour pratiquer leur sport. Des images de Nicolas Dandry. 150 archers ont passé un test olympique ce samedi 12 mai. Pour la 3e fois, la compagnie de tir à l'arc de Montigny-le-Bretonneux a organisé une compétition individuelle sélective pour les championnats de France, avec au programme la mythique barre des 70 mètres, distance inscrite au JO. Dans la mesure, en fait, on va rajouter 20 mètres, eh bien, c'est déjà plus difficile pour l'archer donc de bien tenir son arc et donc d'avoir le même niveau de précision. On fait toujours les mêmes erreurs, on essaye d'en faire un petit peu moins quand même, mais ça pardonne beaucoup plus. Donc toutes les erreurs qu'on peut faire sur des distances plus rapprochées sont en résultat amplifiées en cible. Donc un 9 plus rapproché peut être un 6 ou un 5 à 70. En plus de la distance olympique, les archers ont dû affronter le vent et la pluie pendant une grande partie de l'après-midi. On doit tirer par tout temps, il y a juste la grêle ou l'orage qui nous arrête, sinon que ce qu'il fasse 45 degrés ou qu'il pleuve à foison, on tire, on est là. La pluie fait descendre les flèches en tombant dessus, on vise un petit peu plus haut et on croise les doigts pour que ça suffise. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition en espérant que la météo soit plus clémente cette fois-ci. On ouvre maintenant une large page golf. Belle surprise pour le HNA Open de France. C'est presque officiel. Le nouveau numéro 1 mondial et très médiatique Justin Thomas sera au golf national de 50 ans en Yvelines du 28 juin au 1er juillet pour participer au Rolex Series. Celui qu'on surnomme GT est un poids lourd du circuit américain. Le sportif a notamment remporté 7 titres depuis octobre 2016. Il a également été l'un des piliers de l'équipe américaine vainqueur de la dernière Ryder Cup. Justin Thomas aura fort à faire pour ce rendez-vous. Il devra s'employer face au vainqueur de l'an passé Tommy Fleetwood et l'Espagnol Jon Rahm, numéro 4 mondial. La nouvelle devrait être annoncée officiellement demain dans la journée. Les Français seront également au rendez-vous de cette 102e édition de l'Open de France de golf. Michael Lorenzo Vera, 3e l'année dernière, sera de retour sur l'Albatros. Grégory Bourdi, quadruple vainqueur sur les circuits européens, sera également de la partie. Romain Vatel, Raphaël Jacquelin et Grégory Avray ont également confirmé leur venue. Mais celui qui va susciter beaucoup d'espoir pour une victoire finale le dimanche, ce sera Alexander Lévy. Le numéro 1 français sera bien sur les greens saint-quentinois en juin prochain. On écoute sa réaction.
Le parcours est vraiment très beau. C'est l'un des plus beaux à mes yeux. J'ai hâte de le disputer. C'est l'un des plus beaux rendez-vous pour moi. Jouer à domicile implique un peu de pression supplémentaire, mais cela fait plaisir de jouer devant ses supporters. Une victoire lui permettrait de se rapprocher de l'objectif de sa saison, faire partie de l'équipe européenne de la Ryder Cup en septembre prochain. À noter également la non-présence du chouchou du public français, Victor Dubuisson, blessé. Il ne pourra pas prendre part au tournoi à Saint-Quentinois. L'Open de France de golf qui se déroulera sur le même parcours que la Ryder Cup 2018. On commence d'ailleurs à y voir un peu plus clair sur l'encadrement de l'équipe européenne à moins de 6 mois de l'événement. Alors qu'on pensait voir un vice-capitaine français sur les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre prochain, le Danois Thomas Bjorn va finalement nommer 2 tricolores comme assistants. Leurs noms, Raphaël Jacquelin et Grégory Avray, 2 quarantenaires du circuit européen qui disputent chaque année de nombreux tournois, dont l'Open de France de golf, on l'a entendu précédemment, mais qui n'ont aucune expérience en Ryder Cup. Sur les greens, les 2 Français auront notamment pour mission de faire le lien entre les membres du staff, le public et la presse. Ils pourront également accompagner des joueurs sur le parcours. On continue à parler de golf et de la Ryder Cup. Vous en avez désormais l'habitude. Tous les lundis, TV78 vous propose de découvrir les moments qui ont marqué l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, le directeur adjoint du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Philippe Pilato, nous présente l'un de ses souvenirs. Regardez. Je me souviens de la Ryder Cup, en fait de 2 Ryder Cup, de 2 moments. 2 moments, c'est Ryder Cup à Medina, donc aux États-Unis. Et en fait, ce qui se passe, départ de double, et dans les doubles, en fait, vous savez, dans le golf, il y a toujours, au moment où c'est comme au tennis, au moment où le joueur sert au golf, c'est au moment où il va taper sa balle, il y a toujours un silence, on entend les mouches tourner. Et en fait, je sais pas ce qui prend à Ian Poulter. Ian Poulter, au lieu d'avoir ce silence au départ du trou numéro 1, on le voit un petit peu se retourner vers la foule, faire des mouvements. Et en fait, ce qu'il demandait, c'était à la foule de faire de plus en plus de bruit. Et donc, ça, c'était génial, parce vous aviez autour du départ, je ne sais pas, à peu près 10 000 spectateurs qui hurlaient, qui chantaient, qui criaient USA, puisque c'était plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc là, Ian Poulter qui tape le coup. En face, bien évidemment, l'équipe américaine n'a pas voulu rester là-dessus, et donc Bubba Watson a fait exactement la même chose, c'est-à-dire à motiver la foule de façon à faire de plus en plus de bruit, de plus en plus, et donc là c'était exactement pareil. Et réellement, ce moment-là, c'est pareil, il n'y a que dans la Ryder Cup où on peut avoir des moments aussi atypiques et exceptionnels, et ceci avait été renouvelé à Glen Eagles sur la Ryder Cup de 2014, où Bubba Watson avait demandé au public écossais de faire énormément de bruit au moment où il tapait sa balle. Et dans les journaux, il était étonné parce qu'il s'attendait à avoir peu de monde qui allait l'encourager. Et ce moment-là, pour moi, ça a été un moment inoubliable et exceptionnel, parce que, pareil, c'est beaucoup d'émotions et des choses atypiques et exceptionnelles qu'on ne trouvera que sur une Ryder Cup. On poursuit ce magazine par notre agenda du week-end. Ce samedi dimanche sera organisé pour la toute première fois la Coupe de France de Kung Fu à Guyancourt. Un rendez-vous qui devrait réunir plusieurs centaines de sportifs. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau des membres du club de Kung Fu Wushu du Dragon Noir, le professeur principal Stéphane Mollard et 2 sportifs du club, Anna Maria Dinu et Rida de Cali. Alors déjà, avant de parler de l'événement, est-ce que vous pouvez nous présenter le Kung Fu ? Alors le Kung Fu, c'est l'art martial chinois. Ça comporte des techniques de mains, de jambes, de projection et de clés. Ça se montre de façon différente. Au niveau compétition, il y a 2 parties bien distinctes. Il y a la technique qu'on appelle Taolu. C'est des enchaînements. Pour les enfants et les adultes, on doit pratiquer au moins 2 enchaînements, un main nue et un avec arme. On combine les 2 notes, et puis le total des notes permet un classement par catégorie d'âge. Ensuite, il y a la partie combat. Pour les adultes, ça s'appelle le Sanda, où c'est du plein contact. Et pour les enfants, ça s'appelle du Chinda, où là, les coups au visage sont prohibés. Mais ils sont bien protégés, ils ont des casques, des plastrons et tout ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Et vous allez participer du coup à la compétition. Qu'est-ce que vous allez présenter lors de la compétition ?
Moi, je vais présenter un enchaînement de sabre et un enchaînement de main nue. Et moi, Et toi, du coup ? pareil, un enchaînement sabre, un enchaînement main nue. Et est-ce que ce n'est pas trop dangereux, le kung-fu ? On entend souvent à la télévision que c'est dangereux. Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Non, parce qu'en fait, c'est dangereux quand on fait pas attention, mais quand on fait attention, c'est pas vraiment dangereux. Bien pratiquer, c'est pas dangereux. Vous confirmez ? Oui, bien sûr. En tout cas, on encadre bien les enfants, on les prépare bien. Ensuite, on leur inculque une certaine façon de faire. On arrive à contrôler ces mouvements ? Oui, on contrôle, on maîtrise bien les mouvements. Ensuite, avec les armes, il y a de temps en temps quelques petits incidents, on va dire, des petites coupures, des choses comme ça. Mais bon, en général, ça se passe bien parce qu'on travaille beaucoup d'exercices avant de faire des enchaînements, justement, pour qu'ils maîtrisent bien l'arme. Donc là, ils vont présenter effectivement du main nue et du sabre. Ils sont arrivés tous les deux 3e au championnat régional d'Île-de-France. Et bon, on va de voir fortes chances de médaille. Des fortes chances, je ne sais pas. En tout cas, ce que je leur ai dit, comme aux autres, parce qu'ils sont 6 en tout à participer, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils fassent la plus belle prestation qu'ils peuvent. Et puis, on verra bien les notes. On est à domicile, donc on espère qu'on aura beaucoup de public pour venir les encourager. Et puis, le principal, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils donnent du plaisir aux gens qui viennent les voir. Et pourquoi c'est organisé à Guyancourt ? C'est la toute première fois. Ouais, c'est la toute première fois. Alors pourquoi ? Parce que déjà, moi je fais partie de la commission nationale du Wushu au sein de la Fédération française de karaté qui nous héberge. Et donc j'ai pu, avec mes contacts à la mairie, pouvoir organiser cet événement, qui est quand même un événement assez important, puisqu'il y a à peu près 300 enfants, au moins 300 enfants qui vont venir de la France entière. En plus, donc ça va se passer principalement le dimanche. Le dimanche, le matin, on devrait faire toute la partie technique. L'après-midi, la partie combat. Et par contre, le samedi, également un événement important. Le matin, il y a les sélectifs pour les championnats du monde junior qui vont se dérouler à Brasilia, au Brésil, au mois de juillet. Donc là, ça concerne des enfants un peu plus grands, qui sont des minimes et des cadets. Malheureusement, il n'y a pas de Guyancourtois, mais bon, c'est pas grave, ça permettra éventuellement aux personnes qui veulent venir de pouvoir avoir quand même un beau spectacle, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et puis l'après-midi du samedi, il y aura un stage national encadré par les entraîneurs nationaux de Taolu et de Sanda, pour tous les compétiteurs non débutants. Donc c'est un gros événement quand même pour la ville de Guyancourt. Et tout le monde peut venir ? Alors, tout le monde peut venir voir, bien entendu. L'entrée est gratuite. On attend de nombreuses personnes. Déjà, rien que les parents des enfants... ça devrait faire beaucoup de monde. Ça va faire beaucoup de monde, oui, tout à fait. Et du coup, vu que c'est à domicile, est-ce que vous êtes plus stressés, vous les athlètes ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Moi, personnellement, non, pas plus. Pas plus que ça ? Déjà, vous avez l'habitude des compétitions ? Oui. Personnellement, pas trop, mais encore, le stress du trajet... Déjà, il n'y en a pas vu que c'est juste à côté. Donc c'est plus simple. Ils vont pouvoir se lever plus tard, c'est ça déjà. Donc c'est un avantage. C'est déjà un avantage. Justement, vous comptez réaliser des performances sur cette compétition ? Vous avez un objectif de médaille, peut-être ? Non, enfin déjà que si on pouvait ramener 2 ou 3 médailles, ça serait déjà très bien. On a... la plus belle des médailles ? Peut-être, on ne sait jamais. on sait jamais. Mais disons que sur les 6... je pense qu'il y en a 3 qui peuvent prétendre éventuellement à un podium. Voilà. L'organisation de ce type d'événement, ça fait forcément... il y a une résonance, on va dire, au niveau national. Oui. Est-ce que ça peut aider le club à avoir plus de licenciés l'année prochaine ? Ça peut. Aujourd'hui, on a déjà 150 licenciés, donc on ne se plaint pas de trop. On pourrait toujours en avoir un petit peu plus. Mais effectivement, il y a des chances que ça puisse nous ramener... Des nouveaux adhérents. En tout cas, vous allez en parler, vous, de votre côté, de cette compétition. On espère même à vos amis. On espère qu'il y a beaucoup de familles qui vont venir encourager les jeunes. Il faut en profiter, puisque c'est à domicile, donc c'est le moment d'amener plus de monde. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. Pour nous parler de cet événement, je vous rappelle que la Coupe de France de Kung Fu est organisée ce samedi et dimanche à partir de 9h au gymnase des Droits de l'Homme à Guyancourt.
On referme ce magazine par 2 autres rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end si vous êtes des passionnés de sport local. À Guyancourt, un meeting d'athlétisme sera organisé ce vendredi 18 mai au stade Maurice Baquet. Au programme des compétitions pour les benjamins et les minimes de 18h à 20h30. L'événement est organisé par l'Entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Autre rendez-vous à suivre en rugby, l'équipe senior de Versailles jouera ce dimanche à 15h en 16e de finale du championnat de France Honneur contre le RC Haute-Bresse. Un événement très important pour le club versaillais qui vise une montée en Fédéral 3. Dès cette saison avec son groupe. Pour cela, ils devront passer ce match piège contre les joueurs du département de l'Ain. Le lieu de la rencontre n'a pas encore été communiqué par la Ligue. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente semaine sportive sur TV78. Très belle soirée.